Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un lundi matin calme à Charleston, en Caroline du Sud, l'un de ces matins paisibles où le ciel bleu pâle caressait les toits anciens de la ville comme une promesse de routine. Les ruelles pavées de King Street s'éveillaient lentement, entre le claquement des chaussures de cuir et les murmures feutrés des premiers passants. Au coin de cette rue historique, protégée par une façade en briques rouges et un auvent vert bouteille, se trouvait le Café Bellevue. Ce lieu n'était pas un simple café, c'était une institution. Les murs, décorés de photos en noir et blanc d'anciens gouverneurs, de philanthropes et d'icônes locales, transpiraient l'ancien prestige du vieux Sud. Le bois verni des tables, les tasses en porcelaine fine, le parfum discret de la vanille et du cuir, tout y rappelait un luxe maîtrisé, où même le silence semblait choisi. Chaque jour, à partir de 8 heures, la salle se remplissait peu à peu de figures familières. Des avocats en costume 3 pièces lisant The Charleston Post, des notaires relisant leurs dossiers, quelques artistes locaux toujours bien mis, et surtout, les dames de la haute société, souvent habillées comme pour une réunion mondaine, même un lundi matin. Parmi elles, Victoria Langford, 56 ans, faisait figure de royauté non déclarée. Veuve depuis une décennie de Charles Langford, magnate du pétrole et ancien financier de plusieurs campagnes électorales locales, elle portait avec elle le poids d'un nom et l'assurance de ceux qui croient que leur monde est immuable. Ses cheveux blonds cendrés, toujours impeccablement relevés, sa peau lissée par les soins les plus chers, son sac à main Hermès couleur crème, tout en elle transpirait le privilège ancré. Lorsqu'elle franchit la porte ce matin-là, les talons de ses escarpins beiges claquèrent sur le carrelage avec la régularité d'un métronome. Elle n'eut pas besoin de sourire, ni de saluer. On la connaissait. On lui faisait de la place. Elle était un pilier silencieux du conservatisme local. Elle s'approcha du comptoir, où Émilie, une jeune serveuse nouvellement embauchée, essuyait des tasses avec application. « Bonjour, Madame Langford. »« Votre latte au lait d'avoine, comme toujours. »« Exactement, Émilie. Avec un peu de cannelle, pas plus d'un soupçon. » Émilie s'empressa de lui préparer sa boisson. Victoria, elle, promena son regard glacé dans la salle. Elle aimait cette sensation de contrôle. Elle connaissait les visages, les postures, les rituels. Rien ne devait troubler ce fragile équilibre. Jusqu'à ce qu'elle le voie. À une table près de la baie vitrée, un homme noir, grand, au port droit, vêtu d'un costume sobre mais élégant. Sa chemise bleu foncé bien repassée contrastait avec sa peau brune, et ses lunettes teintées dissimulaient partiellement son regard. Il ne lisait pas, ne mangeait pas, ne regardait même pas son téléphone. Il observait. Silencieux. Présent. Stable. À ses pieds, une mallette noire, posée bien droite. Un détail dans son attitude dérangea Victoria. Pas l'homme en lui-même, non. Elle se serait défendue de penser de façon aussi directe. Mais quelque chose en lui brisait les codes invisibles du lieu. Il n'était pas familier. Pas du quartier. Pas conforme. Il n'appartenait pas à la mise en scène rassurante de son monde. Son sourire se crispa légèrement. « Émilie » dit-elle en se penchant vers la serveuse d'un ton confiant, presque conspirateur. « Oui, madame. Je ne veux pas faire d'histoire, mais il y a un homme là-bas qui n'a rien à faire ici. » Émilie s'arrêta, perplexe. « De qui parlez-vous » ? L'homme près de la fenêtre. « Gran. Noir. » Il est inhabituel. Vous comprenez. Émilie suivit son regard et aperçut l'homme. Il a commandé un café noir, il a dit bonjour poliment. Il ne pose aucun problème. Victoria inspira profondément, déjà irritée par ce qu'elle considérait comme une naïveté de jeunesse. Émilie, j'ai soutenu ce café pendant des années. Je fais partie de ceux qui permettent à ce lieu d'exister. Et je vous le dis franchement, c'est un quartier sûr. Et ce genre de présence, ce n'est pas bon pour notre réputation. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Emily resta figée. Elle n'était pas raciste, elle en était sûre. Mais elle était nouvelle. Précaire. Et Victoria était influente. Les mots se bousculaient dans sa gorge. Jote. Je ne peux pas lui demander de partir, madame. Il n'a rien fait de mal. Victoria fronça les sourcils, son ton devint plus froid, tranchant comme une lame glissée dans du velours. Je vous paie avec mes pourboires depuis 10 ans. Appelez le gérant,
Ou appelez la sécurité. Maintenant. Emily, encore sous le choc de la demande autoritaire de Victoria, ouvrit la bouche pour protester, mais n'en eut pas le temps. Victoria, fidèle à son tempérament dominateur, ne comptait pas laisser la situation lui échapper. Elle tourna les talons, le pas ferme, le dos droit, le regard dur. Son latte encore fumant dans une main, elle traversa la salle d'un pas décidé. Les conversations s'étaient adoucies, les regards s'étaient tournés vers elle, comme souvent, pensait-elle, mais cette fois, avec une tension différente, presque électrique. Arrivée à hauteur de l'homme, elle se redressa davantage, comme si son corps voulait compenser l'autorité naturelle qui émanait de lui, malgré son calme. Sa voix fendit l'air, sèche, presque posée, mais tranchante comme une lame. « Monsieur, vous êtes dans un établissement privé. Ce n'est pas un endroit pour traîner. Vous comprenez? Il serait préférable que vous partiez. » L'homme leva les yeux. Ce regard. Victoria sentit immédiatement quelque chose d'inhabituel. Ce n'était pas de la peur, ni de l'agacement, ni même de la colère. C'était un calme absolu, contrôlé, maîtrisé. Il n'y avait ni arrogance ni soumission. Seulement une présence. Un silence compact, dense, presque gênant. Il la fixa quelques secondes avant de répondre d'un ton posé. « Je ne fais que boire un café. » Rien dans sa voix ne laissait présager une provocation. Mais Victoria sentit son autorité vaciller. L'homme ne bougeait pas, ne se justifiait pas. Il était ancré. Elle croisa les bras, un geste de défense plus que d'assurance, et lança. « Je vais appeler les autorités. » Un murmure traversa la salle. Une cliente arrêta de touiller son sucre. Un serveur suspendit son plateau à mi-hauteur. Même les horloges paraissaient s'être arrêtées. L'homme soupira doucement. Il posa lentement sa tasse sur la table. Son regard ne quittait pas Victoria. Puis il baissa les yeux vers sa mallette, l'ouvrit avec soin, et en sortit un portefeuille en cuir brun. Il le tint quelques secondes dans sa main, comme s'il hésitait à lui offrir ce qu'elle n'avait pas mérité. Puis il l'ouvrit. Lentaiment. Deliberament. Et le badge apparut. FBI, Federal Bureau of Investigation. Special Agent Ilaiche Brooks. Victoria sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ses jambes fléchirent presque. Elle recula d'un pas, les yeux figés sur l'insigne. Quoi? Il rangea le badge dans son portefeuille, sans se lever, et répondit d'un ton aussi neutre qu'implacable. Agent spécial Elia Brooks. Je mène une enquête ici, dans ce quartier. Il laissa planer une seconde de silence, la fixa avec une intensité pesante, puis ajouta. Et vous venez d'interférer avec une opération fédérale en cours. La phrase tomba comme un coup près. Le silence qui suivit fut total. Emily avait la bouche entr'ouverte. Un client au fond de la salle, jusque-là absorbé par son ordinateur portable, avait cessé de taper. Un autre, qui lisait le journal, baissa lentement son journal sans un mot. Victoria, elle, n'était plus que le fantôme d'elle-même. Son visage livide, ses mains tremblantes. Son latte lui glissa presque des doigts. Elle tenta de rassembler ses mots, comme un bateau troué cherche à rester à flot. J. Je ne savais pas. Elia se leva alors. Calme. Maîtrisé. Imposant. Il ajusta son veston, prit sa mallette, puis plongea son regard dans celui de Victoria. Non. Vous n'avez pas pris la peine de savoir. Il fit un pas vers elle. Il n'avait pas haussé la voix, mais chaque mot sonnait comme un coup de tonnerre. Vous avez vu un homme noir, seul, dans un lieu où, selon vous, il n'avait pas sa place. Et vous avez décidé que c'était un problème. Victoria balbutia, les yeux fuyants, la voix tremblante. Je voulais juste protéger cet endroit. Elia ne la lâcha pas du regard. Son ton était toujours calme, mais porté par une autorité indiscutable. Non, madame. Vous ne cherchiez pas à protéger ce lieu. Vous cherchiez à protéger votre confort. Il laissa planer ces mots dans l'air. Puis, se tournant légèrement pour s'adresser à l'ensemble de la salle. Et votre confort ne justifie ni la suspicion, ni l'humiliation, ni l'abus. Pas dans ce pays. Plus maintenant. Il se dirigea lentement vers la sortie. Tous les regards le suivaient. Pas comme on suit un spectacle,
mais comme on regarde une vérité brute qu'on ne peut plus éviter. Juste avant de franchir la porte, il s'arrêta et se retourna. Son regard balaya la salle entière. Ce qu'il dit ensuite ne s'adressait pas qu'à Victoria. L'Amérique que vous prétendez protéger commence à changer. Il marqua une pause. Et elle ne vous attendra pas. Puis il sortit. La porte se referma doucement derrière lui. Un long silence s'installa. Émilie, toujours figée derrière le comptoir, jeta un regard vers Victoria. Pour la première fois, cette dernière ne dominait plus rien. Ni l'espace, ni la narration, ni même sa propre dignité. Elle n'avait pas seulement perdu le contrôle. Elle avait été mise face à elle-même. Plus tard dans la journée, l'histoire fit surface. Pas seulement celle du face-à-face entre Victoria Langford et l'agent Elia Brox, mais celle, bien plus vaste, de l'enquête qu'il menait dans l'ombre. Un rapport discret, d'abord diffusé sur un blog local spécialisé dans les affaires judiciaires, révéla que l'agent Brox n'était pas en simple mission d'observation. Il enquêtait depuis plus de 8 mois sur un réseau complexe de fraude immobilière visant à déposséder des familles afro-américaines de leurs maisons à Charleston et dans d'autres villes du Sud. Les méthodes étaient subtiles, faux actes de succession, pression juridique sur des familles âgées, taxes impayées surgies de nulle part, ventes forcées orchestrées par des notaires corrompus et des campagnes de désinformation pour décourager les recours. Un système huilé, discret, bâti pour prospérer dans l'ombre. Mais ce fut le plus ironique qui choqua la ville. Plusieurs noms figurant dans les documents de l'enquête, avocats, agents immobiliers, membres du conseil municipal, apparaissaient également dans le registre officiel des donateurs de la Fondation Langford, une organisation caritative dirigée par Victoria elle-même. Une fondation qui prétendait soutenir l'accès au logement pour les familles modestes. Les réseaux sociaux explosèrent. Des captures d'écran du badge de l'agent Brox, de la scène filmée discrètement par un client dans le café, et du regard figé de Victoria firent le tour du pays. Le hashtag Elia Brox devint viral. Le lendemain matin, le Charleston Herald titrait en première page. Un agent du FBI victime de profilage racial dans un café huppé de King Street. Enquête en cours. Des chaînes nationales reprirent l'affaire. Des figures politiques s'exprimèrent. Le maire publia un communiqué ambigu, appelant à réfléchir au biais inconscient tout en saluant le professionnalisme de nos forces fédérales. Une pétition en ligne réclamant l'ouverture d'une enquête sur la Fondation Langford réunit plus de 100 000 signatures en 48 heures. Victoria Langford, autrefois inamovible dans les cercles de la haute société de Charleston, fut évincée du conseil d'administration de 2 organisations caritatives. Plusieurs entreprises coupèrent publiquement leurs liens avec sa fondation. Elle n'apparut plus en public. Certains affirmaient qu'elle avait quitté la ville temporairement. D'autres disaient qu'elle n'osait plus sortir. Émilie, la jeune serveuse, bouleversée par ce qu'elle avait vécu, posta un témoignage sur ses réseaux. Dans une vidéo enregistrée dans sa chambre, sans maquillage, la voix tremblante mais déterminée, elle raconta la scène. Il n'a pas haussé la voix. Il n'a pas eu besoin. Il avait la vérité de son côté. Il n'a pas humilié. Il a montré. Comment. Dignement. Ce jour-là, j'ai compris que le racisme ne portait pas toujours une croix brûlée. Parfois, il portait des perles et commandait un latte. Sa vidéo fut vue des millions de fois. Invitée dans des émissions matinales, elle déclara ne pas vouloir être une héroïne, mais simplement dire ce qu'elle avait vu. Quelques jours plus tard, le café Bellevue, d'habitude si paisible, était chargé d'une tension nouvelle. Chacun y allait de son commentaire. Les visages étaient plus vigilants, les regards plus fuyants. Et puis il entra. Elijah Brox. Même costume. Même démarche calme. Même présence. Mais cette fois, tout le monde savait qui il était. Certains clients se redressèrent. D'autres baissèrent les yeux. Une femme dans un coin s'arrêta net de parler à son ami. Un jeune homme lui adressa un hochement de tête respectueux, sans mots. Victoria n'était pas là. Elle ne reviendrait plus. Émilie, derrière le comptoir, eut un léger moment d'hésitation, mais elle sortit de derrière la machine à espresso, s'approcha de lui avec un sourire sincère, un peu timide. « Bonjour, agent Brox. C'est moi qui vous offre le café aujourd'hui. » Il prit la tasse, la remercia d'un hochement de tête. Son regard se posa sur elle quelques secondes. Il répondit d'une voix calme. « Ce n'est pas à vous de vous excuser.
Mais merci. Il s'assit à la même table. Celle du fond, près de la baie vitrée. Il sortit un dossier de sa mallette, l'ouvrit avec lenteur, ajusta ses lunettes, et se remit au travail. Le murmure ambiant reprit lentement, mais plus doux, plus attentif, presque gêné. Sur sa table, le soleil de l'après-midi dessinait des lignes dorées sur les pages de son dossier. Et dans l'air planait une citation, non écrite mais ressentie, comme un avertissement et une promesse. Ce n'est pas le bruit du mal qui est le plus dangereux, mais le silence de ceux qui le tolèrent. Martin Luther King Jr.